Vous êtes tous les deux élus au niveau municipal, au niveau régional. Que peuvent les collectivités locales dans la politique du logement ? Comment vous pouvez agir? Alors, on sait que la région, dans la dernière mandature de Jean-Paul Huchon, avait mis en place un EPFR, établement public foncier régional, dont l'idée était on prend du foncier pour pouvoir avoir la maîtrise après du prix au mètre carré. Est-ce que le PFR, ça fonctionne? Et est-ce que vous pouvez faire plus pour le logement? Je vous vois lever les yeux au ciel, parce que quand je demande si le PFR fonctionne... Non, mais parce que c'est récent. Enfin, l'établissement public, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement, il y a des cotisations que tous les Essonniens paient, notamment sur leur taxe foncière, qui va alimenter un fonds global permettant à l'établissement public foncier régional d'acquérir des terrains pour ensuite les remettre sur le marché pour la construction de logements ou de développement économique, donc à des niveaux de prix qui sont inférieurs à ceux pratiqués. Du marché. Bon. Il y a 100 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, qui sont consacrés, et c'est donc un début. Ce n'est qu'un début, on peut pas se satisfaire uniquement de ça à l'échelle de la région. Donc un bon outil? Un bon outil, mais qui est pas suffisant. Ce que les collectivités locales, je pense qu'il y a plusieurs solutions. La première des choses, c'est qu'on a des organismes HLM aujourd'hui, pour parler du logement social, qui, à mes yeux, sont des gros mastodontes, qui ne gèrent plus le logement social comme ils devraient le faire. Et je pense que les collectivités devraient s'y employer. Moi, j'ai été élu auparavant hier, vous le savez. On a créé notre propre société HLM communale, où on a eu 250 logements pour répondre à la demande locale et le faire tout en contrôlant et en favorisant ce parcours ascensionnel. C'est-à-dire qu'on sait donner les moyens, c'est un budget, hein, c'est 1 million d'euros sur la ville d'hier, mais c'est un budget qui permet de répondre sur le terrain aux besoins vraiment des habitants. Marianne Louise, sur l'action des collectivités locales. Les collectivités locales peuvent faire beaucoup de choses. Ce que décrit François Durouvray est intéressant, mais c'est exactement ce contre quoi lutte Madame Boutin, puisque dans la loi Boutin, dans la loi Moll, et d'ailleurs apparu aussi derrière, a pris la suite, c'est le regroupement des bailleurs pour obliger les bailleurs sociaux à passer le cap des 5000 logements. Donc au contraire, aujourd'hui, il y a des petits bailleurs qui luttent pour survivre en disant nous on est petits, on a une gestion de proximité, alors que derrière, le gouvernement leur impose le resserrement du nombre de bailleurs. Donc là, on a quelque chose qui est, ce que vous décrivez, va à l'encontre de ce qui a été fait. Ceci dit, sur l'autre question qui est la question de l'EPFR, les collectivités peuvent beaucoup faire en faisant appel à l'établissement public foncier. Parce que pour que l'établissement public foncier régional intervienne, achète du terrain et après génère du logement, il faut d'abord que la ville en ait fait la demande. La difficulté aujourd'hui, c'est que certaines communes font le choix de ne pas mettre du foncier à la disposition du logement et du logement social. Certaines communes aujourd'hui refusent de faire appel à l'EPFR parce que quand l'EPFR intervient, ils mettent sur un terrain 30% de logements sociaux, 70% de logements en accession. Donc, quand on fait appel à l'EPFR, on remplit progressivement ses obligations en termes de loi SRU et de participation au logement social. Il y a des collectivités qui refusent ces 30% de logements sociaux et qui donc ne veulent pas faire appel au service de l'EPFR. On reviendra sur la loi SRU. Moi, je voulais vous montrer une courbe, parce que vous allez voir, c'est écrit en tout petit, mais c'est en gros la part que consacrent les ménages à leur loyer, et on voit que ces dernières années, cette courbe ne cesse d'être ascendante. Et pour tout vous dire, parce que vous n'arrivez pas à lire les chiffres, en Île-de-France, on est même au-dessus, 1,5 point au-dessus de la moyenne nationale, et on voit qu'aujourd'hui, on arrive à des 25-30% d'un salaire. Encore au-dessus, oui, si vous allez à Paris, on va parler des conditions qui sont imposées par les propriétaires et qui rendent impossible l'accès au logement à une partie de la population. Et c'est là, je me permets, parce que je croyais aussi que ça aurait pu être la courbe de l'évolution du parc des logements sociaux, parce que le nombre de logements sociaux et le pourcentage des logements sociaux en Île-de-France a augmenté au cours de ces 30 dernières années, et c'est une bonne chose. Mais là où, et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur que peuvent faire les collectivités, les communes, c'est là aussi, c'est permettre à des familles de passer du logement social à l'accession à la propriété. On fait comment concrètement? Mais de permettre, la loi permet aujourd'hui, par exemple, de vendre un logement social à son locataire 35% en dessous du prix du marché. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait favoriser, qui permettrait aux bailleurs sociaux, parce que les gens s'endetteraient pour devenir propriétaires de leur logement, et d'avoir de l'argent frais, et donc de remettre cet argent frais dans le circuit pour reconstruire des logements et recréer le cercle vertueux. Je me permets juste pour terminer un point. Moi, je peux vous dire, je fais beaucoup sur le terrain. Et la vraie inégalité qui existe aujourd'hui, notamment pour les personnes âgées, qui voient leur niveau, qui arrivent à la retraite, qui voient leur niveau de revenu baisser. Bon. La vraie inégalité, c'est quoi? C'est entre ceux qui ont réussi à devenir propriétaires tout au long de leur vie active et qui voient la retraite arriver sans difficulté. Et ceux qui sont repoussés aux marges de l'Île-de-France. Et ceux qui continuent à être locataires et qui deviennent prisonniers de leur logement. Ils deviennent prisonniers de leur logement parce qu'à 60 ans, on ne devient plus propriétaire
et parce qu'à 60 ans, on est dans son logement social, ça devient de plus en plus cher, on a des revenus qui baissent, et du coup, on ne sait plus comment s'en sortir. Et donc là, il y a une propriété, Marianne Louis. Moi, je pense que l'accession à la propriété, ça fait partie du parcours résidentiel. Il y a des familles auxquelles ça correspond bien. En revanche, l'exemple qui est pris, par exemple, des personnes âgées, je n'y adhère pas du tout, parce que j'ai dans les demandes de logement à Évry, souvent des personnes âgées qui ont un pavillon, qui sont âgées, qui ne peuvent plus l'entretenir, qui ne peuvent plus faire face à l'entretien de leur pavillon, parce qu'ils ne peuvent plus assumer les charges, et qui au contraire demandent un petit logement social de bonne qualité pour pouvoir être dans une structure où il y a un ascenseur, où ils n'ont pas à gérer le chauffage, entretenir le jardin, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il y a une diversité du parcours résidentiel. Il n'y a pas un modèle, le modèle des propriétaires contre le modèle des locataires. Dans la vie, on peut passer de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Il va nous rester à peu près 4 ou 5 minutes. On ne pouvait pas faire un plateau sur le logement sans parler de la fameuse loi Dallot. Les médias se sont vraiment emparés. C'est le droit au logement opposable. En gros, toute personne peut saisir et se retourner contre l'autorité en disant voilà, moi j'ai toutes les conditions pour pouvoir accéder au logement et j'en ai pas. C'est pas normal. C'est inscrit dans la loi. C'est ce qu'on appelle la loi Boutin aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on voit que les saisines de droit au logement opposable ont explosé ces dernières années dans tous les départements et y compris évidemment en Essonne. C'est un outil efficace, pas efficace la loi Dallot? Moi, je pense que ça peut être efficace si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on doit loger une famille parce que effectivement elle est dans des conditions absolument insalubres, ce n'est pas uniquement dans le parc social. Il faut qu'on puisse aller vers les réquisitions dans le parc privé. Parce que là, aujourd'hui, en logeant les familles du Dallot dans le parc social, on contribue à spécialiser le parc social, alors que ces gens-là, souvent, sont issus de logements insalubres du parc privé avec des marchands de biens, des marchands de sommeil qui s'enrichissent sur leur dos. François Durovray, non mais oui, complètement d'accord. La loi Dallot, c'est une première étape et je crois que ça a permis de mettre le doigt là aussi où ça fait mal. Donc on voit les difficultés et ça oblige les pouvoirs publics, l'État en l'espèce, de dire voilà, on a tant de dossiers, tant de familles qui correspondent à des critères vraiment d'urgence parmi les urgences. Et je crois que c'est une bonne chose. Je crois ça a permis de résoudre quand même aussi la situation d'un certain nombre de familles. Pas de manière suffisante, et j'en rejoins ce que Marianne Louis a dit, parce qu'on a été, je crois qu'il faut aussi imposer aux propriétaires bailleurs des obligations. C'est-à-dire que la loi, alors je crois que on peut déjà doubler, je crois, le niveau de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, mais je suis d'avis à ce qu'on aille encore plus loin pour que vraiment les propriétaires soient obligés de mettre sur le marché les biens dont ils sont propriétaires et qui sont à la location. On ne peut pas avoir des logements vides quand on a une urgence comme celle-là. Dernier point, c'est la loi SRU, la solidarité urbaine, c'est-à-dire que chaque commune doit avoir un pourcentage de logements sociaux. La semaine dernière, j'entendais un maire me dire ça, en disant qu'il faudrait que, par exemple, l'État, le préfet donne des sanctions plus fortes pour les communes qui ne respectent pas les 30% de logements sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, 20, oui. Oui, en 2 mots, je trouve que cette loi est trop ambitieuse s'agissant de certaines villes qui sont terminées. C'est-à-dire il y a des villes où il y a plus de foncier, et qui sont en dessous, et ça c'est le fruit de l'histoire. Et cette règle me semble trop ambitieuse. En revanche, je trouve que cette règle n'est pas suffisamment ambitieuse s'agissant des villes qui construisent. Et je serais d'avis, plutôt que de raisonner en stock, c'est-à-dire on dit il faut 20% sur l'ensemble du territoire. Et je trouverais plus logique qu'on fixe un objectif de 30% en flux, c'est-à-dire lorsqu'il y a 100 logements de construits, il y en a obligatoirement 30 de logements sociaux. En revanche, lorsque la commune ne construit pas, qu'on ne l'oblige pas à construire lorsqu'il n'y a pas de foncier. Marianne Louis, sur la loi SRU, vous avez une Pour le coup, je suis pas complètement d'accord avec ce que dit François Durovray, parce que à partir du moment où on dit qu'on peut vendre du logement social à ses occupants, on peut aussi, dans certaines situations, acheter des copropriétés privées pour en faire du parc social et pour éviter qu'elles se dégradent. Donc des villes qui sont finies peuvent proposer une offre de logement et au contraire faire du renouvellement. Donc de ce point de vue-là, tout le monde peut accéder, toutes les collectivités peuvent aller vers le logement social. Aujourd'hui, il y a un lobby d'élus qui sont organisés contre la loi SRU et qui il y a eu des appels, qu'on appelle. Et d'ailleurs, moi, quand on entend le ministre du Logement, le ministre de l'Urbanisme, monsieur Apparu, dire « je considère que la loi SRU est respectée parce que ceux qui construisent pas le logement payent les amendes », moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Aujourd'hui, il faut augmenter le montant des amendes de façon à ce que tout le monde construise le logement social. C'est pas assez dissuasif aujourd'hui, les amendes? Non, mais non seulement c'est pas assez dissuasif, mais certaines collectivités considèrent qu'il suffit de payer pour se dispenser. C'est-à-dire qu'elles disent nous, on remplit les obligations, on a payé. L'amende n'est pas là simplement pour dire on a rempli l'obligation, on a payé. Elle est pour dire il faut construire dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'on paye, on n'a pas l'amende devrait aller sur le territoire d'ailleurs. Ça devrait obliger les élus à mettre l'argent sur le logement social sur leur territoire. Il faut profondément augmenter le montant des amendes pour que les collectivités se disent pas qu'ils achètent le fait de ne pas faire de logement. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous les deux.